Une fillette supplia des motards. Mon beau-père veut m'emmener loin. Voyez ce qu'ils ont fait. Le ciel de Provence était voilé par des nuages denses qui présageaient une pluie imminente. Mais la plus violente des tempêtes ne menaçait pas de tomber du ciel, elle grondait déjà à l'intérieur d'une maison de campagne défraîchie, peinte d'un blanc sali par le temps, nichée au fond d'une impasse dans les environs de Grasse. La porte s'ouvrit à la volée avec un fracas qui déchira le silence de l'après-midi. Une fillette de 9 ans jaillit à l'extérieur, courant comme si le diable lui-même était à ses trousses. Ses pieds nus martelaient l'asphalte encore chaud de la journée, et les larmes qui striaient son visage se mêlaient à la poussière. Elle s'appelait Chloé Dubois. Et cet après-midi-là, elle ne fuyait pas seulement sa maison, elle courait pour sauver sa vie. Elle portait un simple t-shirt rose taché et un sac d'école à moitié vide qui pendait nonchalamment d'une seule épaule, ballottant à chaque foulée désespérée. À chaque pas, son regard effrayé se tournait vers l'arrière, scrutant la route, redoutant de voir surgir la silhouette massive de Stéphane Bernard, son beau-père. « Chloé, reviens ici tout de suite !» avait-il hurlé quelques minutes plus tôt, sa voix rauque de colère, la mâchoire contractée et une ceinture de cuir épaisse serrée dans sa main. Dans sa tête, les scènes de la matinée se rejouaient en boucle, des flashs violents qui la cinglaient comme des coups de fouet. Des images fugaces d'une cuisine plongée dans un silence pesant. Sa mère, le regard baissé, les mains tremblantes alors qu'elle lui servait son petit déjeuner. La voix de Stéphane, un véritable coup de tonnerre provenant de la pièce voisine, « Cette gamine, je l'emmène avec moi. C'en est fini de l'école et de ses bêtises. Personne ne me contredit, c'est clair ?» Le regard de Sandrine, sa mère, noyée dans une peur ancienne, une résignation qui brisait le cœur de Chloé, qui écoutait tout depuis le haut de l'escalier, le cœur serré dans un étau. Cet après-midi-là, alors que Stéphane, absorbé par une conversation téléphonique, sirotait une bière fraîche dans le jardin, Chloé avait saisi sa chance. Sans chaussures, sans un mot, sans un regard en arrière. Elle s'était simplement enfuie. Elle marcha sans but, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce qu'après avoir traversé plusieurs rues désertes, elle débouche sur une route principale et aperçoive un café station-service. Devant, 6 motocyclettes étaient garées, alignées comme des bêtes d'acier noires et brillantes. Autour d'elle, un groupe d'hommes vêtus de cuir, couverts de tatouages et de cicatrices qui racontaient des histoires qu'il valait mieux ne pas connaître. L'air était un mélange âcre d'essence, de sueur et d'une étrange odeur de liberté. Chloé s'arrêta net. Sa respiration était courte, saccadée. Une hésitation la saisit. Ils ne ressemblaient pas exactement à des anges gardiens. Pourtant, son instinct, cette petite voix intérieure que les enfants ne perdent jamais tout à fait, lui murmura que son refuge était là, devant elle. L'un des motards, un homme grand et costaud, la barbe poivre et sel et des lunettes de soleil sombres sur le nez, remarqua sa présence. Il retira ses lunettes, révélant un regard étonnamment clair, et la fixa avec une attention soutenue. Ses yeux ne contenaient aucune menace, mais quelque chose de bien plus puissant, de la compassion. « Ça va, petite ?» demanda-t-il en adoucissant sa voix grave. Chloé tremblait de tous ses membres, incapable de formuler une phrase cohérente. Elle ne put que murmurer « J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. » L'homme posa un genou à terre et s'approcha d'elle avec une lenteur calculée, comme s'il approchait un faon blessé. « Je m'appelle Jean, mais tout le monde m'appelle Rocher. »« Et toi, comment tu t'appelles ?»« Chloé. »« Chloé Dubois. » Les autres membres du club, avec des surnoms comme Didier le costaud et Bruno le balafré, s'approchèrent, leur curiosité piquée. L'un d'eux, sans un mot, lui tendit une bouteille d'eau. Un autre posa sa lourde veste en cuir sur les épaules frissonnantes de la fillette. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma puce ?» demanda Rocher. Elle baissa les yeux, déglutit péniblement. « Mon beau-père. Il veut m'emmener. Il dit que je ne retournerai plus à l'école, qu'il va m'éloigner de ma maman. Il crie tout le temps. Et il frappe maman quand personne ne regarde. » Les motards échangèrent un regard lourd de sens. Au début, aucun mot ne fut prononcé, mais quelque chose s'était allumé sur leurs visages endurcis par la vie. C'était de la fureur, une colère froide, mais aussi une détermination inébranlable. « Personne ne te fera de mal ici, Chloé, » déclara Rocher avec une fermeté qui ne laissait place à aucun doute. C'est à cet instant précis que le crissement de pneus se fit entendre. Une vieille Renault 4 grise s'arrêta brutalement devant la station. La portière s'ouvrit avec violence et Stéphane en sortit,
tel un taureau furieux. Chloé, viens ici immédiatement. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Instantanément, les motards se placèrent devant la fillette, formant un mur d'acier et de cuir. Rocher ne bougea pas d'un centimètre. Et vous, vous êtes qui? Demanda-t-il d'une voix sèche. Je suis son père, et ce sont des affaires de famille. Vous n'avez pas le droit de vous en mêler. Son père, répéta Rocher, le scepticisme audible dans sa voix. Oui. Et elle cause des problèmes à la maison. Elle désobéit. Vous ne pouvez pas la retenir. C'est illégal. Mais tandis qu'il parlait, son langage corporel le trahissait, il serrait les poings, la sueur perlait sur son front malgré la fraîcheur relative, et son regard fuyait, balayant les alentours comme pour chercher une issue. Derrière le rempart humain, Chloé murmura, sa voix à peine audible, « Il n'est pas mon papa, c'est mon beau-père. » Rocher plissa les yeux. « Alors, pourquoi avoir menti? » Parce que vous n'avez aucun droit de vous l'approprier. C'est une enfant, elle ne sait pas ce qu'elle dit. J'ai sa garde. Bruno le balafré fit un pas en avant. Et pourquoi vous arrivez en hurlant comme si vous étiez dans une foire aux bestiaux? Pourquoi est-ce qu'elle pleure, et pas vous? Stéphane perdit tout contrôle. Il voulut s'avancer, mais Rocher posa une main ferme sur sa poitrine, le stoppant net. Tu ne la toucheras pas. Pas un pas de plus. Les moteurs des motos s'allumèrent, l'un après l'autre. Ce n'était pas une menace, mais une déclaration. Le groupe avait pris sa décision. La fillette ne partirait pas sans réponse claire. Stéphane, désormais visiblement nerveux, recula d'un pas. Il sortit son téléphone portable. Je vais appeler les gendarmes. C'est un enlèvement. Allez-y, dit Rocher en croisant les bras. Nous aussi, on a des choses à leur dire. La tension était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Chloé se cramponna à la veste de cuir que l'un des hommes lui avait posée sur les épaules. Pour la première fois depuis des heures, elle ne ressentait plus la peur. Elle se sentait en sécurité. Et là, au milieu du vrombissement des moteurs, des regards acérés des motards et d'un ciel qui menaçait de s'effondrer, la bataille pour l'âme d'une enfant venait de commencer. Le soleil s'était caché derrière les nuages épais lorsque les sirènes commencèrent à se faire entendre au loin. Le café station-service était maintenant baigné par la lumière crue des phares des motos et des néons de l'enseigne. Chloé restait protégée derrière le bouclier humain que formaient les membres du club L'Honneur d'Acier. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée de la patrouille, la tension semblait figée dans l'air. Stéphane faisait les 100 pas, marmonnant pour lui-même, écumant de rage. Mais les motards ne le quittaient pas des yeux une seule seconde. Rocher ne disait rien, observant simplement la scène, stoïque, les bras croisés et la mâchoire serrée. Chloé le regarda à la dérobée et, pour la première fois depuis sa fuite, elle sentit une présence qui ne lui inspirait aucune crainte, mais au contraire, un calme profond. Le club L'Honneur d'Acier n'était pas un groupe ordinaire. Pour beaucoup, il n'était que des motards tatoués, bruyants, avec des passés qu'il valait mieux ne pas sonder. Mais la vérité était plus complexe. Chacun d'eux portait des cicatrices invisibles. Jean Rocher Leclerc avait été un ancien militaire des troupes de marine. Il avait combattu dans des endroits dont il préférait ne jamais parler. Il avait perdu son jeune frère dans une guerre qui n'était pas la sienne. À son retour, il avait trouvé dans ce club une nouvelle mission, protéger ceux que personne d'autre ne protégeait. Bruno le balafré avait passé 5 ans en prison pour vol à main armée. Là-bas, il avait appris à lire, à respecter les autres et à ne jamais laisser quiconque toucher à un innocent. Didier le costaud, ancien boxeur de rue, utilisait désormais sa voix grave pour lire des contes à voix haute dans une médiathèque communale chaque jeudi. Et Philippe le sage, le surnom du plus silencieux du groupe, avait été infirmier et connaissait les lois comme s'il était avocat. Car lorsqu'on a touché le fond, apprendre devient une manière de ne jamais y retomber. Chloé, assise sur une caisse à outils, buvait son eau tandis que Rocher lui tendait une veste plus épaisse. « Comment tu te sens, ma grande ?» Elle hésita. « Un peu mieux. »« Merci. »« Tu veux me raconter autre chose ?» demanda-t-il à voix basse, sans la presser. La fillette hocha la tête, mais les mots ne sortirent pas. Seuls ses yeux parlaient. Rocher s'assit à côté d'elle sans rien dire de plus. Parfois, le silence est le seul langage qu'une âme blessée peut comprendre. Quand la gendarmerie arriva, 2 véhicules se garèrent rapidement.
4 gendarmes descendirent, parmi lesquels une femme au visage ferme qui se présenta comme étant le capitaine Dubois. « Qui a appelé ?» demanda-t-elle en balayant l'assemblée du regard. « C'est lui, » dit Rocher en désignant Stéphane, qui tenait déjà un document à la main. « Je suis le beau-père de la mineure. Elle s'est enfuie de la maison. Ces individus l'ont enlevée. »« Enlevée ?» répéta le capitaine en regardant Chloé. La fillette secoua la tête. « Je me suis enfui. J'ai couru jusqu'ici parce que j'avais peur. »« Tu as peur de lui ?» demanda le capitaine, le ton soudain plus sérieux. « Oui. » Stéphane s'empressa d'intervenir. « Ce n'est pas vrai. J'ai un document. Le voici. Regardez. Une garde temporaire signée par sa mère. Tout est en règle. » Le capitaine Dubois prit le papier, l'examina avec soin, le front plissé. « Et sa mère ?» demanda-t-elle. « Elle n'est pas là, mais elle m'a donné la permission. » Les gendarmes échangèrent des regards. L'un d'eux s'approcha pour parler au gérant de la station-service. L'homme, le visage anxieux, fut très clair. « J'ai vu la petite arriver en courant. Elle pleurait. Elle demandait de l'aide. Personne ne l'a amenée. Elle est arrivée toute seule. » Un autre gendarme alla interroger une voisine qui habitait juste en face de la station. Elle aussi confirma avoir vu Chloé courir le long de la route, son sac à dos ballottant, comme si elle fuyait un incendie. La version de Stéphane commençait à se fissurer. « Mon capitaine, » intervint Philippe le Sage d'une voix calme. « Ce document ne porte aucune date de certification par un notaire et la signature de la mère ne correspond pas à celle présente dans le dossier scolaire. De plus, selon la loi, la tutelle d'urgence ne peut être validée qu'en présence d'un juge si l'un des parents est absent ou dans l'incapacité de décider. » Le capitaine Dubois le regarda, surprise. « Vous êtes avocat ? » ?»« Non, mais j'ai passé assez de temps dans des salles d'audience pour savoir quand quelqu'un ment. » Stéphane devint nerveux, haussa le ton. « C'est ridicule. Ce sont des motards, des gens dangereux. Et maintenant tout le monde croit une gamine. » Chloé se leva de sa caisse. Sa voix, bien que tremblante, était claire et trancha l'air comme une lame. « Il ne m'aime pas, il veut juste nous contrôler, maman et moi. Il la frappe quand personne n'est là, il la force à mentir. Il m'a dit qu'il m'emmènerait dans un autre endroit où personne ne nous trouverait. C'est pour ça que j'ai couru. » Un long silence s'installa. Le capitaine Dubois regarda le groupe. Personne n'avait besoin d'en dire plus. Les gendarmes prirent la décision de retenir Stéphane pendant qu'ils enquêteraient sur les faits. Ils lui passèrent les menottes sans qu'il n'oppose de résistance, bien que son visage se déformât de rage en regardant Chloé. « Tu vas voir ce que tu as fait. Ça ne va pas en rester là. » Bruno le balafré s'approcha lentement avec un sourire en coin. « Tu te trompes, mon pote. C'est déjà fini. » Rocher prit délicatement la main de Chloé. « Ta maman, tu penses qu'elle va bien ? » « Je ne sais pas, » répondit la fillette en baissant les yeux. « Peut-être qu'elle est encore à la maison. Peut-être qu'elle pleure. Elle pleure toujours quand il se met en colère. »« On va aller la chercher, » dit Rocher avec fermeté. « Et je te promets que tu ne la perdras pas. » La voiture de la gendarmerie s'éloigna avec Stéphane sur la banquette arrière. L'atmosphère commença à se détendre, mais personne ne baissa la garde. Ce n'était que le début. La nuit tombait sur la Provence, mais au milieu de cette obscurité, Chloé avait trouvé une étincelle d'espoir dans l'endroit le plus inattendu qui soit. Un groupe d'hommes au passé compliqué, aux blessures non refermées et au cœur plus grand que leur moto. Ils n'étaient pas des saints, mais cette nuit-là, ils avaient montré ce qu'ils étaient vraiment, des hommes d'honneur. La gendarmerie était plongée dans un calme tendu, comme si tout le monde s'attendait à ce que quelque chose d'autre se produise. Chloé était assise sur un banc à côté de Rocher, enveloppée dans une couverture qu'un des gendarmes lui avait apportée. À ses côtés, Philippe le Sage parlait à un enquêteur, tandis que Bruno le balafré et Didier le costaud attendaient en silence, sans retirer leur gilet. Derrière une porte fermée, Stéphane était interrogé. Malgré ses cris initiaux, sa voix s'était progressivement éteinte à mesure que les questions devenaient plus incisives. L'histoire qu'il avait tenté de maintenir s'effondrait à chaque témoignage, à chaque mot de Chloé, à chaque regard qui ne le craignait plus. Dehors, les pneus d'un taxi crissèrent brutalement.
la portière arrière s'ouvrit avec violence. Sandrine descendit en titubant, les yeux rouges, les cheveux en désordre, un accroc à sa blouse sur l'épaule. « Où est ma fille ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Les gendarmes la guidèrent à l'intérieur. À peine avait-elle franchi la porte que ses yeux trouvèrent Chloé, recroquevillée sur le banc, serrant ses genoux. « Chloé !» La fillette leva les yeux. En une seconde, le temps se figea. Elles coururent l'une vers l'autre et s'étreignirent au milieu du couloir, pleurant sans retenue. « Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi de n'avoir rien fait avant, » sanglotait Sandrine en tremblant. « Je t'attendais. Je savais que tu viendrais, » murmura Chloé en enfouissant son visage dans le cou de sa mère. Rocher détourna le regard. Même les hommes les plus durs savent quand un moment ne leur appartient pas. Dans la salle d'interrogatoire, l'arrivée de Sandrine changea tout. D'une voix entrecoupée de sanglots, elle raconta tout aux gendarmes. Comment Stéphane avait commencé à changer quelques mois seulement après s'être installé avec elle. Les menaces, l'isolement, la peur, les nuits sans sommeil, les fois où elle avait pensé à s'enfuir mais n'avait pas osé, de peur qu'il ne s'en prenne à Chloé. Elle sortit une enveloppe contenant des photographies. Les marques sur son corps parlaient plus que n'importe quelle déclaration. Des coups, des ecchymoses, des cicatrices, la preuve que ce que Chloé avait dit était la vérité, qu'elle n'avait jamais menti. Le document de tutelle fut analysé. Un gendarme apporta le dossier scolaire et les archives du tribunal. Il n'existait aucun enregistrement officiel. Le papier était un faux. Les signatures ne correspondaient pas. Stéphane, dans une tentative de tout manipuler, avait créé un document avec l'aide de quelqu'un d'autre. Quand il apprit que Sandrine était là, Stéphane tenta de se lever, furieux. Il hurla des insultes, donna un coup de pied dans sa chaise, exigea un appel. C'est un piège. Elle ne peut rien dire. Elle n'a pas le droit. Mais cette fois, personne ne l'écouta. Il tenta de courir vers la sortie. Un gendarme sortit son tasé, mais ce ne fut pas nécessaire. Bruno le balafré, qui se tenait dans le couloir, se mit en travers de son chemin sans bouger un seul muscle. Stéphane s'arrêta net, comme s'il avait heurté un mur. « Tu ne la toucheras plus jamais », dit Bruno sans élever la voix. Les gendarmes lui passèrent de nouveau les menottes, cette fois sous les chefs d'accusation de falsification de documents, violence conjugale et maltraitance infantile. Sandrine le vit passer, escortée, le regard bas, vaincue. Pour la première fois, elle ne ressentit pas de peur, seulement une libération profonde, comme si une chaîne invisible s'était brisée en elle. Les motards furent également interrogés. Un par un, ils racontèrent leur version des faits sans rien cacher. Le gendarme en charge de l'enquête, un homme grand au visage de bulldog, les observa attentivement. « Alors vous l'avez trouvé et vous avez décidé de l'aider. »« Non, ce n'était pas une décision, » dit Rocher. « C'était un instinct. Personne qui voit une enfant dans cet état ne peut lui tourner le dos et dormir tranquille. » Le gendarme hocha la tête et ferma le dossier. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Je vous remercie de votre coopération. » Bruno le balafré haussa un sourcil. « Alors, on n'est plus les suspects ? » Peut-être pour d'autres choses, dit le gendarme avec un léger sourire. Mais pas aujourd'hui. Plus tard, Rocher sortit prendre l'air. Il s'appuya contre sa moto, alluma une cigarette et observa les lumières du village depuis le parking de la gendarmerie. Chloé était en sécurité, Sandrine aussi, mais à l'intérieur de lui, une vieille blessure s'était rouverte. Un souvenir le frappa de plein fouet. Il avait à peine 17 ans quand il avait trouvé sa sœur cadette enfermée dans la salle de bain, le visage en sang, l'œil au beurre noir. Son petit ami l'avait frappé par jalousie. Rocher avait voulu le tuer. Il l'avait cherché, l'avait trouvé et lui avait brisé la mâchoire. Mais ça n'avait pas suffi. Personne n'avait cru sa version. Sa sœur, par peur, avait dit qu'elle était tombée. Quelques jours plus tard, elle avait disparu. Son corps fut retrouvé dans une rivière des semaines après. Depuis ce jour, Rocher ne laissa plus jamais un appel à l'aide sans réponse. À l'intérieur de la gendarmerie, Chloé n'en pouvait plus. Le poids de la journée, la peur accumulée et les pleurs l'avaient épuisée. Elle s'endormit dans une salle d'attente, sa tête reposant sur les genoux de sa mère, qui lui caressait les cheveux en silence. Sandrine ne disait rien, pleurant silencieusement tout en embrassant le front de sa fille encore et encore,
comme pour tenter d'effacer la douleur à chaque baiser. Les hommes du club se retirèrent peu à peu, avec respect. Rocher fut le dernier à partir. Avant de s'en aller, il jeta un dernier regard à Chloé. Elle dormait profondément, sa petite main agrippée au bras de sa mère. Et pour la première fois depuis très longtemps, Rocher sentit qu'il avait fait quelque chose qui comptait vraiment. 4 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit où une fillette aux pieds nus et aux yeux pleins de larmes avait trouvé refuge au milieu des moteurs et du cuir. 4 jours au cours desquels la vie de beaucoup de gens avait changé de manière irréversible. Le village s'était transformé. La peur n'habitait plus le regard de Sandrine et Chloé. Chloé riait de nouveau. La place du village, habituellement si calme, était pleine de monde cet après-midi-là. Une banderole improvisée était tendue entre 2 platanes, avec des lettres dessinées par les enfants de l'école locale, merci. L'honneur d'acier. Des tables pliantes, des stands de crêpes et de frites, du sirop à l'eau et un vieil équipement sonore reliait les cœurs de tous les présents. Les motards arrivèrent comme une procession d'acier, un par un, sur leurs motos rutilantes, avec leurs vestes noires couvertes d'écussons et d'histoires. Les enfants les regardaient avec émerveillement, certains avec une pointe de peur au début, puis avec une admiration non dissimulée. Chloé les attendait, assise sur un banc. Ses cheveux étaient coiffés en 2 couettes fermes comme des épées. Elle portait un t-shirt blanc avec des dessins de dragons et un sourire qu'on ne lui avait pas vu depuis longtemps. En la voyant, Rocher descendit de sa moto et retira ses lunettes. « Comment ça va, petite ?»« Mieux, répondit-elle. Maintenant, je ne rêve plus de monstres, je rêve de moto. Il laissa échapper un petit rire. C'est parce que tu as bon goût. Bruno le balafré arriva avec une boîte enveloppée dans du papier brillant. Il la lui tendit avec une révérence exagérée. De la part du club, pour notre nouvelle petite sœur. Chloé l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait 3 choses, un vélo rouge aux pédales chromées, une paire de livres illustrés avec des histoires de filles courageuses, et un gilet de cuir miniature avec l'écusson du club cousu à la main dans le dos. L'honneur d'acier. Chapitre Chloé. La fillette le prit entre ses mains comme s'il s'agissait d'une armure sacrée. C'est pour moi ? Bien sûr. Personne ne gagne cet écusson sans se battre. Et toi, Chloé, tu t'es battue plus que beaucoup d'entre nous. Elle l'enfila. Il était un peu grand, mais cela n'avait pas d'importance. Elle se regarda dans le rétroviseur d'une des motos et sourit. Pendant que la fête battait son plein, Sandrine discutait avec une assistante sociale. Elle avait entamé une thérapie non seulement pour elle, mais aussi pour sa fille. La procédure judiciaire était en cours. Stéphane ne reviendrait pas. Fini les cris, fini la peur. Pour la première fois, Sandrine s'autorisait à respirer. Rocher s'écarta de l'agitation. Il s'assit sous un arbre avec une bière à la main, observant Chloé faire des tours sur son nouveau vélo. La petite portait son gilet comme s'il faisait partie de sa peau. Elle s'arrêtait devant chaque enfant, haussait un sourcil comme il le faisait et disait d'une voix grave, « Tu as de l'essence dans l'âme ou juste dans la moto ?» Tout le monde riait. Philippe le sage s'approcha de lui avec une assiette de frites. « Tu te rends compte ? On est arrivé ici en pensant qu'on rendait service à cette gamine, mais c'est l'inverse qui s'est produit. » Rocher hocha la tête. Elle nous a rappelé qui nous sommes. L'après-midi commençait à décliner. Certains enfants couraient, d'autres jouaient à imiter les motards. Parmi eux, Chloé avait improvisé une moto avec 2 roues de vélo et un cadre en bois. Elle monta dessus, son gilet flottant au vent, et s'installa comme si elle s'apprêtait à traverser le pays. « Allumez les moteurs !» cria-t-elle. « Cette fille s'en va avec le vent. » Rocher la regarda. Ses yeux brillèrent, mais cette fois, ce n'était ni de fureur ni de nostalgie, mais de quelque chose de plus pur, l'espoir. Et c'est alors que cela se produisit. Il sourit. Pas un rictus, pas un rire fugace. Il sourit vraiment, pour la première fois depuis de nombreuses années. La narration finale, presque un murmure, semblait émerger du cœur même de l'histoire. Il y a des héros qui volent, qui portent des capes, qui brillent dans les gros titres. Mais il y en a d'autres, ceux qui ne crient pas, ceux qui ne demandent rien. Des héros avec des cicatrices dans l'âme, avec des histoires brisées et des cœurs d'acier, qui un jour décident d'allumer leur moteur et de sauver une vie. Une fillette de 9 ans, une mère sans voix, une communauté qui a recommencé à croire.
Parce que parfois, les vrais héros ne portent pas de cape. Ils portent des couettes et un gilet de cuir. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, que Dieu vous bénisse et à la prochaine histoire.